Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Austral. Bienvenue cette semaine encore dans cette émission qu'on appelle Zigzag. Alors Zigzag, c'est un petit coup à droite, un petit coup à gauche et en plein milieu, 6 affinités. Oui, Zigzag, c'est ça. Aujourd'hui, Zigzag, et comme chaque semaine, on va faire un petit peu ce qu'on appelle les chroniques de la semaine, c'est-à-dire parler un petit peu de l'actualité. Et que c'est vrai que ce qui intéresse les gens et que l'on parle énormément dans les actualités aujourd'hui, cette semaine encore, c'est ce Covid-19 qui nous tient par le pied, qui nous empêche de marcher comme ça. Et pour nous en parler, on a pas mal de personnes, on a des gens que vous connaissez bien, mais je vais commencer cette semaine par l'invité qui est avec nous. Il nous vient de Métropole, ça fait pas trop longtemps qu'il est à La Réunion, il est originaire de Pondichéry, on est là-bas, il nous a fait le plaisir d'être avec nous ce soir, ici même à Bassin-Labou, dans cette émission Zigzag. Il s'appelle Barak, c'est lui, oui c'est lui. Barak, comment ça va? Bonsoir, merci beaucoup, ça va bien. Bonsoir, j'ai brossé ton portrait comme ça, mais c'est pas grave, hein, c'est bon. Non, c'est exactement ça, voilà. Parfait. On va parler un petit peu ce soir de pas mal de choses, et surtout de cette actualité qui nous tient tant à cœur, qui est le Covid-19, d'accord? Très bien, merci beaucoup. D'accord, alors, et bien entendu, pour commenter l'actualité avec des plus ou des moins, et pas d'affinité du tout, bien entendu, on a François, hein. Vous connaissez François, comment il est François? Très bien. Très bien. En forme, surtout que l'Odéacari commence à tout ouais. Pour le micro, les bons à la distance. Oui, les bons à la distance, là. Voilà, l'Odéacari commence à chatouiller notre nez, donc il devrait aller. Voilà. Confinement. On a promis à Barak qu'on fera l'émission en français, hein? Je te signale. Ah oui, d'accord. Là, ça va être un problème pour moi. D'accord. En tout cas, on a... M'excuse à moi tout de suite auprès de tous mes camarades si je tiens entièrement cause français. Vraiment, m'excuse à moi. D'accord. Mais en tout cas, lui, il sait parler français. C'est aussi Calix qui est avec nous. Bonsoir, Calix. Merci Jean-Claude de m'avoir invité. En plus, ça fait plaisir de rencontrer des personnes qui arrivent et tout. Mais je vais te poser une question là. Barak, comment? Où ça, Barak? Quelle baraque? Parce que Barak, je vais t'expliquer. Tu sais, c'est quoi une baraque ici chez nous? Non, je ne sais pas. C'est une vieille maison. Ah, mais c'est pas une case. Non, la case, c'est moi qui ai construit son œuf. Mais la vieille maison, c'est une baraque. Mais ça, c'est une belle case créole. Voilà. Hein, François? Voilà. Non, mais bien sûr, un baraque... C'est Et... il manque 2-3 morceaux pour faire une case. Voilà. C'est pas tout à fait une case. Alors c'est exactement moi. Il manque 2-3 morceaux. En fait, Barak, moi, je te connais. Je t'ai connu il y a quelques mois, 3-4 mois, 6 mois, on va dire. Et après, le terme de Barak à La Réunion, on peut l'employer à plusieurs manières. Ce que Jean-Claude voulait expliquer aussi. Sinon, bien content d'être sur le plateau avec toi, discuter un peu de tout ce qu'il y a à discuter, des sujets d'actualité actuellement. Voilà. C'est ça notre plus gros souci. Voilà, ce qu'on va faire, avant qu'on commence là, hein, j'ai écrit cet après-midi sur ma jambe, un petit peu comme les femmes de la Havane roulent la cigare sur la jambe là. Moi, j'ai écrit cet après-midi sur ma jambe comme ça quand j'étais en voiture, hein, avec des yeux devant la route et puis mon stylo et mon bout de papier sur la jambe. Une petite chronique de ce qu'on va parler aujourd'hui. Hein. On écoute ça tout de suite? C'est bon? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Covid, tu es la star du moment. Oui, tu es la star du moment parce qu'avec ta forme géométriquement parfaite, tu pourras séduire ou même chavirer plus d'un vieux de notre île de La Réunion. On te dit né par métamorphose d'une mère sauve-souris et d'un père un petit peu pangolin. Mais d'autres disent que tu es bien souris, mais sorti par accident de sa cage de laboratoire franco-chinoise. De toute façon, tu te moques de tes origines. Plus cosmopolite que toi, tu meurs. Ainsi donc, tu voyages, mais contrairement à nous, pour toi, c'est gratuit. Pas de douane, pas de barrière. Tu vagues de pays en pays, d'homme en homme, et quand le besoin se fait sentir, il paraît même que tu te loges dans les chiens. De ta petitesse, tu as su conquérir le cœur des grandes nations qui, pour se soustraire de leurs obligations, t'ont donné beaucoup de millions. On cherche. On veut tout connaître sur toi, tellement on veut tout connaître sur toi que 340 000 personnes sur cette planète t'ont trouvé. Tu nous as rapprochés en nous confinant. Tu nous as séparés par tes règles de distanciation. Parce qu'un jour tu es bon, un jour tu es mauvais, un jour tu es avec, un jour tu es sans.
100 fois pire que meilleur. Alors, nos nations arrêtent leur guerre pour mener ta guerre. On aurait pu te battre à haute couture, mais il paraît-il tu préfères le FFP2. Alors si demain tu reviens surfer sur nos vagues, sache qu'ici à l'île de la Réunion, nos requins ne seront pas trop loin. Et c'est pas des crachats en l'air. Eh bien, nous revoilà après cette petite chronique sur le sujet qu'on va aborder ici ce soir, durant cette petite émission-là. Alors, on a pas mal de sujets. Et puis, on va commencer par un sujet qui est d'actualité actuellement, puisque on a, Barak, tu connais qu'on a à côté de chez nous, à 100 km en vol d'oiseau et 150 km en vol d'avion. Bon, l'avion, il n'y en a pas trop actuellement. Bon, on va en parler tout à l'heure. Hein. Et l'île Maurice. Et l'île Maurice vit énormément du tourisme et ils ont annoncé cette semaine que le taux de contamination à Maurice est égal à 0. Est-ce qu'on peut croire quelque chose comme ça? Info ou intox? François? Ben, pour moi, c'est... Mais ne dis pas si c'est info ou intox, parce qu'après, le monde va dire moi les mauvaises langues. Mais disons, nous allons essayer de comprendre. Maurice, il doit survivre coûte que coûte. Il faut que nourrir son peuple. Mm-hmm. Donc, une des premières façons de survivre à Maurice, c'est le tourisme. Et si le touriste ne vient plus, il n'a plus de tourisme. Donc, comme premier coup, on n'avait point chikungunya à Maurice. Jamais eu chikungunya à Maurice. Non, jamais. La Réunion l'avait, hein. Et l'a dit, il a fait la communique dessus, comme quoi nous l'avons, n'en avait point. Requin, même topo. Requin, il arrive à la Réunion, mais il n'a pas trop au chemin pour aller Maurice. Mais moi, il a demandé même qui ça n'a intérêt de dire qu'il y a un requin à la Réunion, il n'a point Maurice, touristiquement parlant. Et je pense que pour le Covid, c'est pareil. Enfin, est-ce que c'est l'expérience, il ferait dire à moi ça. Est-ce que quelque part les médias ont un grand rôle à jouer dans la communication du vrai ou du faux? Évidemment, nous n'avons plus de presse aujourd'hui, on n'a plus de presse. C'est faux, on n'a que des sociétés de communication. Qui est rattaché politiquement parlant à une institution en place? Ce qui fonctionne, non, c'est celui qui paye. Comme toutes les agences de com, vous prenez une agence de com, vous dites aujourd'hui, mais vendre sardines, n'importe quelle marque, même Robert, hein, ou de paye ali, il fait de pub pour sardines Robert. Demain, ouvre sardines à une autre marque, pas de problème, il fait pour vous. C'est une agence de communication. C'est-à-dire, votre boulot, c'est de faire passer un message en fonction, un message demandé par celui qui paye. D'accord. Donc, ça qui appelle la presse, il n'existe plus. Regarde, le GIEC, il était soi-disant une presse. Elle a été achetée, payée. De toute façon, ici, on a les deux journaux. C'est bien qu'il y en a un à droite et l'autre à gauche. Hein, dans ce que... Et même les mêmes plus vrais, parce qu'il dépend qui paye. C'est tout. Il n'y a plus de droite-gauche. Hein. D'accord. Donc, pour Maurice... on a des doutes. Ouais. Alors, Calix, peut-être tu crois dur comme fer, peut-être qu'on peut aller passer nos vacances à Maurice sans problème, alors. Puisque le gouvernement a dit il n'y a pas de cas de Covid-19 à Maurice. Je veux répondre à un truc, parce que je rejoins un petit peu François, parce que dans ce qu'il dit, nous, à La Réunion, je vais parler de La Réunion, les trucs que je connais. Je ne vais pas parler de Maurice trop, parce que on ne sait pas. Il déclare un truc. Moi, je ne suis pas dans le gouvernement mauricien pour savoir. Et info intox, c'est comme ça on dit. Et à La Réunion, je suis à La Réunion. Moi, je sais que dans les déclarations qui ont été faites jusqu'à maintenant, on dit plus ou moins la vérité. Plus ou moins, je dis toujours, je mets une parenthèse. Après, sardine Robert, il y a sardine Robert, sardine mâle, sardine femelle, anise, c'est ça? C'est ça que vous voulez dire, là? Oui. Bon. Je savais que Calix allait revenir là-dessus. Voilà. Calix a une grande connaissance de la sardine. Oui, voilà. Culture générale, important sur la sardine. Je pêche le sardine. Je parle les français, au moins Barak il comprend aussi. Barak, il y a la sardine qui a bouché le port de Marseille, mais bientôt ça va être le port de la Réunion. Le problème aujourd'hui, et c'est vrai que Maurice, quand il va ouvrir les frontières, les gens ils vont voir, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème du tout. Ils ne sont pas attaqués.
On parle de requins, c'est pareil. Mais d'autres pays ne parlent pas de requins qui attaquent les gens. Nous, à La Réunion, au moins, on peut dire, vous venez, il y a des requins qui attaquent. Il y a des requins qui n'attaquent pas. C'est ça notre but. Là, on parle des requins dans l'eau ou sur la terre là? Si la terre n'a plus, François, on connaît bien. D'accord. Donc, moi, je me laisse Jean-Claude continuer le sujet qu'il a voulu développer. Parce que sinon, seulement avec ce sujet-là, on va passer une soirée entière. Voilà. Barak m'a dit que lui, il ne comprend pas parce qu'il aime bien passer ses vacances à Maurice. Donc, du coup, pour toi, c'est... Oui, mais Barak, attends, tu connais la musique. Là, tu es sur un plateau musique, là, ici. Là. On joue la musique. Mais... Maurice, tu aimes bien? Écoute, je n'y suis encore jamais allé. Ouais. On devait y aller en mai, pendant un des grands week-ends. Oui. Et malheureusement, le confinement, on est resté coincé. Voilà. Mais on aimerait bien aller. Mais maintenant qu'on sait qu'il y a 0 cas. Ah bah, il n'y a pas de cas. C'est sans crainte, hein, tu peux y aller tranquillement. Hein. Mais François. Après, moi, je vais rajouter un petit truc. Et on ne voile pas la face, nous, ici à La Réunion. On dit, à La Réunion, on a des plages. À Maurice, il y a des belles plages. La mer, par exemple, tout ça. Et j'aurais aimé qu'à La Réunion, il y avait les mêmes, au bord de la mer, les mêmes, comment dire, lagons, tout ça. Dommage. C'est tout. Dans quelques millions d'années. Maurice, il faut attendre un petit peu parce que la Réunion est encore trop jeune. Maurice a un petit plus de ce côté. François a quelque chose à nous dire aussi. Une fois, il demande à un camarade de moi qui ça va à Maurice tout le temps. Et tout le temps dans le même hôtel. Lui, ça fait toujours la même chose. Mais il dit, pourquoi tu ça à Maurice tout le temps? Allez à un autre côté, puisque le prix, on est à peu près kiff-kiff. Et il dit, moi, ça va pas pouvoir à Maurice, moi. Moi, ça va parce que sinon, mon voisin, il dit, moi, t'es au qui, moi, il prend l'argent pour aller en vacances. Donc, c'est quand même un gage une façon de vivre. Donc, si on a beaucoup d'argent, on va passer nos vacances à Maurice. C'est quand même fou, hein, quand même. Il y a tellement d'endroits où on peut passer des vacances dans l'océan. Même un mariage, François. Bon, écoute, on va arrêter avec un petit peu l'île Maurice, sinon on va continuer toute la soirée. Jean-Claude, on a quelque chose, et ça peut-être que Barak va pouvoir me répondre, ça, que les églises et les lieux de culte cette semaine ont été ouverts, hein, et avec bien entendu toutes les règles de sécurité qu'il faut, hein, de distanciation et tout ce qu'il faut. Hein. Il paraît que dans ce que j'ai vu, que ce soit dans les églises, dans les mosquées ou même les synagogues, il paraît-il, il n'y en a pas beaucoup à La Réunion. Oui. Ici, tout a été respecté. Est-ce que pour vous, c'est une bonne chose ou bien sinon il fallait attendre un petit peu? Barak. Moi, je pense que la vie doit reprendre. Oui. Et chacun doit retrouver ses habitudes. Alors, forcément, on a d'autres manières de sécurité. Tu parlais de distanciation sociale. Voilà, bon, si on veut éviter une deuxième vague, il faut respecter ces règles. Mais après tout, si on respecte les règles, la vie peut reprendre. Il faut que la vie reprenne. On ne peut pas rester enfermé encore pendant des mois comme ça et laisser l'économie tomber. Donc non, moi je pense que c'est bien que chacun reprenne ses activités, que chacun reprenne ses cultes. Mais voilà, mais il faut se protéger. Est-ce qu'on ne va pas être habitué à un moment donné à ces règles de distanciation, pour le port du masque, etc. Puisque de toute façon, tant qu'on ne trouvera pas un vaccin pour pouvoir se prémunir de ce virus, on sera quand même obligé de garder ces distances. Avec un moment donné, ça ne va pas être ça va pas entrer dans les mœurs, je veux dire, de ce phénomène de distanciation sociale. Non, je ne crois pas. Je crois pas. Je pense que c'est important aujourd'hui, mais je pense que dès qu'on aura ou trouvé un médicament ou trouvé un vaccin, et donc qu'on sera contrôlé cette épidémie, je pense que les habitudes vont revenir très vite. D'accord. En parlant de vaccins, en parlant de médicaments, etc., on va aller sur un autre sujet là qui est lié à ça, hein, comme on dirait en bon latin, insolitum, vraiment lié à ça. C'est qu'il y a des gens qui ont dit qu'ils ont trouvé des médicaments, qui ont trouvé des vaccins. On parle avec le médicament miracle de Madagascar, on parle avec le médicament du docteur Raoul, qui cette semaine, par exemple, a été mis au rébut parce que le gouvernement n'en veut pas. Est-ce que vraiment il y a une volonté de vraiment chercher un médicament, de chercher un virus, ou bien sinon on a l'impression qu'à chaque fois que quelqu'un essaie de trouver quelque chose, on lui met les bâtons dans les roues? François. Alors, il faudrait revenir 2 secondes sur l'histoire de culte.
Pour moi, le fait d'avoir fermé les cultes l'a prouvé à tout le monde, sur les lieux de culte, l'a prouvé à tout le monde que sans le fonctionnement de ces lieux-là de manière traditionnelle, le monde continue à tourner. C'est très important. Deuxième chose, dans ce monde de culte, Nana un peu l'a réussi à débrouiller à autres. Mais voit par exemple le bon catholique avec l'église 2.0. 2.0. Voilà, il fait un tabac. Oui. D'autres n'ont pas vu le coup venir ou t'es pas prêt, bon, la reste en retrait, si vous voulez. Donc voilà, ces deux choses-là, mais je trouve l'été. Ce que les enseignements que moi, on a pu tirer de cette expérience-là, quoi. Moi, François, je pense que c'est pas ou l'un ou l'autre. Je pense qu'on peut faire un peu les deux, parce que finalement, l'Église, elle a montré quoi ? Elle a montré qu'elle savait s'adapter aussi, comme tout le monde. Hein. Et finalement, tout le monde ne peut pas aller à l'église. Il y a peut-être des gens qui veulent aller à l'église, mais qui ne peuvent pas. Et puis, tu as des gens qui peuvent y aller, mais qui n'ont pas envie de voir les autres. Et à mon avis, je pense que ce n'est pas l'un ou l'autre. Peut-être que demain, ça serait bien qu'on ait un mix des deux pour que tout le monde puisse en profiter. Ceux qui ont besoin d'y aller, qui ont besoin de toucher et qui ont besoin de voir les autres, bien mais sûr. Aussi ceux qui veulent en profiter, mais à distance. Oui, mais aussi on a vu que le monde pouvait quand même tourner malgré ça. Ça, c'est important. Juste 2 minutes avant que les gens réagissent sur ce qu'on vient de dire. Hein, quand Barak dit les églises, il y a les églises, il y a les mosquées, il y a les rajoute un truc là-dessus. Il y a les synagogues. Bien sûr, il y a tout. Ouais, on parle d'église parce que la France est attachée à l'église. Hein, d'ailleurs, avec la loi de 1905 ou avec la séparation de l'Église et du gouvernement, à chaque fois on parle de la séparation de l'Église. Or, c'est pas seulement la séparation de l'Église, c'est la séparation des lieux de culte, les religions, bien entendu. Hein. Oui, Calix, vous voulez nous dire quelque chose? Mets le micro bien plus près, Calix. Oui, moi je voudrais rajouter un petit truc et en parlant de religion. Et moi, quand j'étais au catéchisme à l'église, tout le temps, on me disait, Calix, c'est lui qui faisait catéchisme pour moi, il me dit, tu peux prier partout. Tu peux prier n'importe où tu arrives, tu peux prier. Aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi on va obliger les gens d'aller dans une église. Enfin. Ben, comment tu passes la quête? Ça c'est autre chose. Attends, laisse-moi finir. François, après on va chercher un sponsoring. Comme dans tous les trucs, un sponsoring. Et les gens, ils peuvent. Il y a des champs de canne partout où il y a des espaces. On peut demander aux fidèles de venir, on fait une prière. On m'a dit on peut prier partout. Là. Ça, c'est une chose. Après, la deuxième chose. Aujourd'hui, qui c'est qui détient la clé? Porter un masque ou pas? Moi, je ne sais pas, je ne comprends pas, je regarde les infos. Calix, est-ce que tu vas sortir? Et on nous dit partout où on va, même à Canal Austral, on a un mètre de distance. De toute façon, vu notre grosseur, quand on touche à nous, il fait 1 mètre. Moi, mais les mecs, moi, François. Et donc... Ou de profil, là, à la télé, là, hein? M'a pas le ventre. Ça même? Donc, laissez pas aller, s'il vous plaît. Donc, aujourd'hui, là, quand on dit le masque ou autre chose, je ne comprends pas. Je ne porte pas le masque parce qu'il y en a qui disent quand tu vas enlever le masque, le virus il va tourner là et tu peux prendre par les yeux. Au dernier débat, on a discuté ça, Jean-Claude, avec Julie. Et qui c'est qui détient la clé? Quand on parle des vaccins, pourquoi à un certain moment le docteur Raoul était bon? Pourquoi à un certain moment, Madagascar, le président a parlé, c'était bon? Il y a eu une remise en cause quand on a parlé de l'OMS qui dirige les Européens qui dirigent les pays africains, ce que j'ai compris. Hein. Et aujourd'hui, on donne raison à Madagascar et le docteur Raoul, il y a un problème. Pourtant, c'était les mêmes, je crois. Quel vaccin?
qui c'est qui connaît, il y aura un vaccin? Alors donc on revient sur le sujet tout à l'heure qui est le vaccin. Voilà. A-t-on vraiment la volonté de trouver un vaccin? Alors je vais faire un petit peu l'avocat du diable, ou sinon je vais faire comme je fais habituellement. Je vais lancer un pavé dans la mare, parce qu'il paraît que j'aime bien les bulles, tu vois, les petits ronds qui font dans l'eau là. J'adore ça moi. Alors il paraît que lorsqu'il y avait des épidémies avant, le gouvernement ne mettait pas beaucoup d'argent dedans. Regarde, le cas le plus flagrant, c'était le cas du sida. Le sida, le gouvernement n'a mis pas beaucoup d'argent, puisque dans la recherche, on a été obligé d'aller voir les privés pour trouver des sous pour la recherche, avec des télétons, par exemple, qui se sont faits en grande quantité pour trouver de l'argent. Aujourd'hui, avec ce Covid-19 qui bon, je ne veux pas polémiquer, mais qui a tué 340 000 personnes. Qui a fait 0 mort à La Réunion. Oui, 0 mort à La Réunion, mais 340 000 dans le monde, alors que parallèlement à côté, il y a la dengue qui fait 600 000, voilà. Alors, et qu'on n'a pas mis beaucoup d'argent. Il y a un vaccin pour la dengue, mais on meurt encore de la dengue aujourd'hui. Est-ce que demain, si on trouve un vaccin pour le Covid-19, on ne va pas encore mourir de ce Covid-19-là? Alors, on met énormément d'argent. Quand on discute avec des gens et quand on s'aperçoit qu'il y a 10 laboratoires dans le monde entier qui travaillent nuit et jour sur le vaccin, et qu'il y a des millions de dollars qui ont été injectés. D'ailleurs, les États-Unis ont injecté énormément, et avec une grosse entreprise française. On va le citer parce que de toute façon, dans toutes les JT, on les a, c'est Sanofi qui a bien dit à un moment donné que si on trouve un vaccin, c'est les Américains qui sont en priorité, les Français après, parce que les Américains ont payé plus. Donc c'est celui qui va payer plus qui va être guéri en premier. Non, mais pas sûr qui guérit, parce qu'il faut faire des tests. On fait le test chez les Mais il n'y a pas un président qui veut faire un test sur lui, là? Peut-être. Alors, pour répondre à ma question, virus, d'accord, mais vaccin, est-ce qu'on va en trouver? On a une volonté de trouver, ou bien on n'a pas de volonté de trouver ce vaccin? À mon avis, on n'aura pas trop de problèmes pour trouver le vaccin, surtout que quand on regarde l'évolution du prix du vaccin, le DT polio, que nous l'a connu, la maître DT polio chez nous quand on était petits. Ça nous a fait un gros trou sur le bras. Oui, mais François, il a fait un gros trou, mais vous pouvez valider. Voilà, il a fait il coûtait 2 € quelque chose. Ah bon? Aujourd'hui, le vaccin que les soi-disant obligatoires, parce que pas tout est obligatoire, mais ça que les dedans, les obligatoires, à compléter par d'autres, il y a plus de 100 € le vaccin aujourd'hui. De 2 €, les passer à plus de 100 €. De toute façon, on s'en fout, c'est pas nous qui payons, c'est la caisse de sécurité sociale qui paye. Enfin, ça, c'est la réaction de tout le monde. À nous-mêmes, paye ça. À nous-mêmes, paye ça. À nous, paye ça. À moi, là, mais paye un bon paysan pour moi. D'accord, Barack. Il n'est pas bon paye, mais me paye ça. On va laisser parler un petit peu Barack, parce que là. Non, mais est-ce que tu peux te dire pourquoi lui paye? Est-ce que je peux parler? Oui, allez. Alors, je parle pas créole, mais je peux interrompre. Oui, voilà. Mais moi, j'aimerais poser une autre question. Est-ce qu'on a le choix de ne pas avoir de vaccin là-dessus? Je pense, personnellement, qu'on n'a pas le choix. Obligation. Parce que c'est une obligation. Aujourd'hui, pourquoi on n'a que 340 000 morts dans le monde? Parce que la plupart des pays a confiné sa population. Un des pays qui n'a pas confiné sa population, c'est la Suède. Ouais. D'accord. Tous les pays à côté de la Suède, la Norvège, la Finlande, a confiné sa population. La Suède ne l'a pas fait. Aujourd'hui, ils sont à 399 morts par million d'habitants. C'est le plus haut taux de décès dans les pays du Nord, pays équivalents. Et pour autant, leur économie est aussi basse que toutes les autres. Donc non seulement ils ont plus de morts, mais en plus, ils ont une économie qui n'a pas continué à tourner. Donc, c'est pour ça que je dis, je pense qu'on n'a pas le choix de trouver un vaccin. Il y a le Brésil aussi, qui était un petit peu laxiste sur les bords, et qui se retrouve aujourd'hui avec 60 000 morts sur les 340 000. Donc tout à fait. Alors, il pèse un lourd fardeau. Alors, je ne vais pas polémiquer avec le Brésil, mais le Brésil a un gouvernement d'extrême droite. Et Trump a interdit aux Brésiliens de rentrer aux États-Unis. Frontières bloquées. Voilà. Donc, pourtant, c'est deux personnes qui ont des sensibilités qui sont assez proches. Mais c'est pour ça que je dis, je pense qu'on n'a pas le choix. Parce que si on ne le fait pas, on ne pourra pas continuer à subventionner l'économie telle que c'est aujourd'hui. Et l'économie, il ne faut pas oublier, c'est des gens. Il y a des gens qui vont survivre
à cette pandémie, et il y en a d'autres qui vont pas survivre. D'accord. Donc, si on récapitule un petit peu, le 11 mai, lorsqu'on a décidé d'arrêter le confinement et de laisser tout le monde sortir pour vaguer à ses activités, c'était vraiment le système économique qui a primé en premier. Avec des précautions. Ouais. Avec des précautions. On a dit, vous pouvez reprendre vos activités. Toi qui es dans le BTP, tu vois bien, l'OPP-BTP a donné un certain nombre de consignes en disant, vous pouvez reprendre les activités, mais vous ne pouvez pas travailler à moins d'un mètre de distance. Si vous travaillez à moins d'un mètre, il faut mettre un masque. Donc oui, quelque part... Avec comment dire, avec des risques, quand même. C'est l'économie. Primer l'économie avec des risques. Ça, ils n'ont pas rajouté. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, Khalid. Je pense que si on prend les précautions, oui. Je ne dis pas que ce qui est écrit, ce qui est bien. Je dis, mais si tu prends un certain nombre de précautions, il n'y a pas de raison que tu aies plus de risques que ça. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce qu'on veut que les gens restent chez eux et qu'on ait des millions de chômage ? Barak, je te dis une chose. Moi, aujourd'hui, dans les décisions qu'ils prennent, c'est comme si moi je vais au casino, la roulette. C'est tout. D'accord. C'est ton opinion, Khalid. C'est ton opinion. Ouais. Je la respecte. Je respecte cette opinion. Pour sauver les Réunionnais, Banal a fait venir 4 machines pour fabriquer 2 machines actuellement. Pour fabriquer des masques. Alors, on va parler de ces 2 machines-là. Ces 2 machines qui fabriquent des masques actuellement, qui sont arrivées d'ailleurs cette semaine, enfin la semaine dernière, avec 2,6 millions de masques à côté. La machine arrive à fabriquer à peu près 200-300 000 max par semaine. On a fait un petit calcul pour savoir ce qu'il faudrait à La Réunion comme masque tous les semaines. Si on enlève les enfants qui n'ont peut-être pas besoin des masques et les personnes âgées qui restent chez eux et qui sont confinées, qui ne sortent pas et qui n'ont pas besoin des masques, ou même les personnes qui sont en EHPAD aussi qui n'ont pas besoin de masques, il faudrait à peu près, mais vraiment au pire des cas, un demi-million de masques par semaine à l'île de La Réunion. Ce qui veut dire que y a 2,6 millions qui sont entrés là par la région avec un avion qui vient directement de Chine. Et ben on a 5 semaines d'avance. On a du gras là. Et à Austral, on a 2 machines qui sont rentrées directement de Chine aussi pour fabriquer là à hauteur de 200 000 masques par semaine, par exemple. Mon calcul est quand même assez pointu. Ça veut dire que si par exemple on arrive à tenir ces 6 semaines là avec ces 2,6 millions et que ensuite la machine reprend le dessus, parce qu'il paraît que les premiers faux-nés, je reprends les mots qu'ils ont dit, c'est pas moi qui ai inventé, c'est dans la presse, les premiers faux-nés, c'est dès la semaine prochaine, parce que la machine, dès qu'elle arrive, on l'installe, elle travaille. Ça veut dire qu'au niveau des masses, ça va être un problème qui va être résolu dans quelques semaines. La matière première, il y a... pas que ça qu'on appelle la presse, c'est des agences de communication, que les payer pas assez atteints pour dire certaines choses. Donc il faut prendre ça avec... un peu de recul. Et moi, je suis persuadé que le Bougla vend la machine, ils vendent la toile élastique. D'accord. En tout cas, les 2 machines qui sont rentrées, c'était des investissements privés. Des investissements privés. Voilà, il paraît qu'il faudrait 5 machines à La Réunion pour que tout fonctionne comme sur des roulettes. Voilà. Donc, Barak, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Il faut rester positif. Et puis, je trouve que, c'est mieux que rien. Et puis, La Réunion a besoin d'être autonome. Il faut qu'on soit... Pour sa nourriture. Pour tout. D'abord pour la nourriture. Ça, il faut être autonome. D'abord pour la nourriture, ça c'est sûr. Et il n'y a pas de raison. Toutes les richesses sont là pour faire. Alors ici, je lance un message. Achetez pays. Acheter pays. On a une machine maintenant, on peut acheter pays. On a une machine. Nourriture et masque, acheter pays. Mais tout y sort dehors. C'est un grand débat, L'élastique qui sort dehors, le machine grand débat. dehors, le toile sort dehors. Mais c'est fabriqué ici, donc on n'aura pas de croix de mer en tout cas sur... Juste pour une information. Une information, on était coincé, l'ail, oignons, il n'y a plus, la pile à Réunion, il n'y a plus. Là aujourd'hui, j'apprends... J'ai acheté 10 € le kilo. Justement. Aujourd'hui, un gars de la douane, il a développé un peu le problème qui se passe. On a jeté 60 tonnes d'oignons. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment, ils ont mis les prix des oignons et de l'ail très haut. Ces gars qui ont fait venir des conteneurs, ils ont laissé le conteneur pour rien
au port. Parce qu'il n'y a pas de vente. Bon. En tout cas, les oignons, ils sortent à Madagascar à 0,50 centimes Madagascar, d'euros. Madagascar. À 0,80 centimes d'euros. Oui. Ils sont vendus dans les marchés à 1,50 € et 2,50 € pour les petits marchés qui ont un petit peu plus de frais de fonctionnement, mais jamais au-delà de 3 €. Faut pas Donc, quand on voit consommer pays, je suis d'accord. Jusqu'à 60 à 70 € le kilo, on se dit vraiment, est-ce qu'on n'a pas utilisé cette maladie, ce Covid-19 pour abuser des gens? On a l'habitude de ça. Non, c'était créole, François, oui, pas c'est créole. C'est accapareur. Mais ça dit revendre. Oui, évidemment. Oui. C'est ça là. Mais les autres regardent dans le temps cyclone génie, ça n'a pas de canard, la partie des ça, c'est une chanson. La pète. Voilà. En tout cas, ce qui serait bien, si une fois tout ça sera fini, c'est qu'effectivement on réfléchisse à ça. Comment est-ce qu'on peut faire pour être un tout petit peu plus autonome et donc moins dépendant de l'extérieur si jamais un jour ça doit arriver. Et puis de toute façon pour développer l'économie locale. Voilà. On pourra parler beaucoup de ce qui arrive de l'extérieur et notamment parce que là on a dit qu'avec en sortie de confinement beaucoup d'entreprises ont eu des sacrés problèmes, hein, mais pas seulement les entreprises, on n'a pas parlé, mais les mairies par exemple ont eu beaucoup de problèmes pendant 3 mois. Pas de budget qui sont entrés parce que les mairies vivent avec 80% d'octroi de mer, c'est-à-dire des produits qui rentrent à la Réunion et qui sont taxés pour le plus petit à 2,5% et les plus gros à 18 ou 25%. Hein. Donc du coup, pas de produits qui sont entrés pendant ces 3 mois-là. Ils ont des gros problèmes lorsqu'on sait que les communes vivent avec des budgets qui proviennent donc de l'octroi de mer en priorité, de la taxe d'habitation en deuxième, en troisième c'est la taxe professionnelle pour des communes qui ont beaucoup d'industries comme le port par exemple, qui ont beaucoup d'industries. Ils ont un petit peu plus d'argent que la commune de la Plaine-les-Palmiers qui n'a pas d'industrie chez eux, et puis après des petites taxes à côté comme les taxes d'urbanisme, les taxes de permis de construire, les taxes sur les terrains nouvellement déclassés par exemple. Toutes ces petites taxes-là font que les communes ont pas mal d'argent, mais là pendant ces 3 mois ils ont pas beaucoup d'argent, ils ont rien. Lorsqu'on sait que dans une commune par exemple à peu près 80% utilisé en fonctionnement et que 20% en investissement, c'est 80% en fonctionnement, il y a des employés communaux qui peut-être n'auront pas d'argent, seront en difficulté. Aussi, les maires seront en difficulté. Et pourtant, ils se battent encore pour être maires. Il y a les élections qui vont approcher, là, qui sont le mois prochain. Moi, je suis content avec Jean-Claude. Je suis content avec Jean-Claude. Parce que Jean-Claude dit, c'est vrai. Où la vie est meilleure en merde. Effectivement. Bon, alors, mais c'est vrai ce que tu dis. Et la ville du port, la ville de Sainte-Marie, avec le port. Et ils ont des taxes qui rentrent et tout, ça aide la commune. Mais les petites communes ont toujours des problèmes, et surtout qu'il y a cette taxe qui approvisionne les communes, qui est l'octroi de mer, qui n'existe pas en métropole, d'ailleurs, et que l'on dit un peu illégal, parce qu'en métropole, les gens ne vivent qu'avec la taxe d'habitation et la taxe professionnelle des entreprises qui sont dans leur commune, alors qu'ici, on a en plus une grosse manne qui arrive pour les communes, qui est l'octroi de mer. C'est une taxe sur les produits qui sont importés ici. Donc, on voit pourquoi ici, les maires, ils se battent pour être élus. Donc, c'est pas quand même anodin quand on voit, tu te fais traiter de tous les mots et tu trouves ça tout à fait normal et tu te représentes encore. Barak, tu as trouvé la solution là. Alors, tu as un beau physique, belle carrière. Tu vas se présenter maire de la vie. Tu veux que je devienne maire? Il faut que j'apprenne à parler créole d'abord. Mais tu vois tout là. Tu vois tout. Pas encore là. Tu votes pas encore. Je vais t'inscrire. Il rate pas l'occasion. François, il vient d'une commune où les morts, tous on va avancer un petit peu parce que au Saugué fait vote le mot fini ça. C'est difficile de faire arrêter. Saint-Louis fait vote le mot. Saint-Louis. Justement, mais Saint-Louis fait vote le mot. C'est une commune. On n'est pas en débat politique. Vous savez voter Saint-Louis. S'il vous plaît, on n'est pas en débat politique actuellement. Non, c'est pas politique. Et Canal Austral n'est pas une chaîne constatation. qui parle politique. Canal Austral, c'est à toi, Jean-Claude. Oui, mais on parle pas politique. Tu dis la vérité. On va parler de quelque chose qui est plus important. Tu dis la vérité. Il y a des requins ici, il n'y a pas. On n'est pas un mardi matin de 9h à 10h là. Non. Voilà. Alors, on va aller avec un petit coup avec Barak pour parler d'un sujet plus important que ça, qui est un sujet qui est d'actualité actuellement, qu'on appelle le Ségur de la santé. Barak, tu as entendu parler du Ségur de la santé?
Oui, alors on en a, je pense, mais moi comme dans la presse, hein, Ouais. mais peut-être je suis un peu plus touché que les autres, Oui. parce que moi, ma femme, elle travaille dans la santé, Oui. et quand je vois la peine qu'elle se donne et le dévouement que tous ces personnels ont, je trouve que applaudir c'est bien, mais par contre reconnaître ce que tous ces personnels soignants, mais au-delà, toutes les personnes de première ligne, hein, comme on dit, font, c'est important. Donc moi, je trouve que c'est bien de faire ça, mais j'attends. D'accord. J'attends de voir ce que ça donne. D'accord. Ok, François tout à l'heure a vu Sophie, hein, qui est là aussi avec nous, hein, et qui va nous parler un petit peu de son métier. Hein, ça te dirait? Ah ben oui, je veux Voilà, bien. hein, François a filmé tout ça. Calix, on y va tout de suite? Hein, on retrouve Sophie là tout de suite, après on revient après sur le plateau ici pour un zigzag comme ça. Allez, c'est parti. Eh bien, on est avec Sophie qui est cadre de santé, qui a bien voulu nous faire l'honneur ici d'être avec nous ce soir à Bassin-Labou. Bonsoir Sophie. Bonsoir, Cadre de santé, ça veut dire quoi? c'est manager. Je Manager. m'occupe de l'équipe infirmière, aide-soignant qui s'occupe des patients. D'accord. Donc tu es aussi au devant de la scène, hein? Ben, en ce moment particulièrement, oui. Oui. Alors, explique-moi un petit peu. Actuellement, il y a un petit malaise avec les infirmières, les médecins, les urgentistes, enfin tout ce personnel de santé-là, avec notre tendre et cher président, enfin le gouvernement, quoi. Pourquoi? Mais c'est détendu, hein. Ces derniers mois, il y a eu des manifestations, il y a des soucis, il y a pas assez d'effectifs, pas assez de matériel pour prendre soin des patients. Donc c'est délicat puisque les soignants ils sont là pour faire au mieux leur travail et ils sont en difficulté, donc ils sont pas très contents. Voilà. Est-ce qu'il y a, d'après toi, un manque de soignants? On va pas parler seulement à La Réunion, mais en général, en France, on a toujours dit que la France était le pays où les hôpitaux étaient le top des tops. Hein. Tout le monde venait se faire soigner en France. Hein. Si c'est vraiment le cas, comment ça fait-il qu'il y a autant de malaise dans ce milieu professionnel-là? Ouais, la difficulté, c'est que ces dernières années, il y a quelques temps, on a considéré l'établissement de santé comme une entreprise. On a voulu optimiser et du coup, il y a eu de la tarification à l'activité. Ça veut dire que l'établissement est payé à l'acte. Donc ça crée des difficultés pour les établissements parce que le soin, c'est pas lucratif en fait. Il y a une erreur. C'est un sacerdoce, ça, il faut aimer ça. Voilà. Hein, C'est vraiment un dévouement, c'est que la personne soit bien, qu'on puisse lui amener du bon soin pour qu'elle soit au mieux et qu'elle progresse au maximum. Ouais. Sophie, je vais me faire l'avocat du diable. Ouais. François qui est l'avocat du diable. Ouais. Hein, et lorsque dans des métiers autres que la médecine et que les gens font plus d'heures que prévu, c'est-à-dire qu'ils travaillent 10-12 heures par jour, la médecine ne dit rien, l'inspection du travail ne dit rien, et quand d'autres métiers font plus d'heures, eh ben on vient leur crier après. Pourquoi? Alors là, je sais pas du tout, je suis désolée. C'est vraiment parce qu'il n'y a pas assez de personnel et que si par exemple un personnel soignant, une infirmière par exemple fait 12 heures d'affilée, c'est parce que vraiment il n'y a pas le choix. Le malade passe avant tout. Il y a des règles, il y a une obligation de continuité des soins, donc si l'infirmier qui relève n'est pas là, l'infirmier doit rester. C'est une obligation, en fait, ça fait partie de leur profession, donc effectivement il y a un devoir vis-à-vis du patient. Après, il y a des règles quand même, il y a le code du travail qui nous empêche de faire plus de 48 heures par semaine, il faut qu'il y ait 11 heures entre les temps de travail. Donc il y a quand même des règles. Maintenant, en temps de Covid actuellement, effectivement, je pense qu'à l'hôpital, c'est un peu compliqué. Mais il y a quand même un grand paradoxe dans tout ça, parce que autant vous travaillez beaucoup, et il paraît que c'est l'un des métiers, en tout cas je parle des infirmières par exemple, hein, les plus mal payés. Un infirmière qui a fait 4 à 5 ans d'études, presque à la limite pour devenir infirmière, elle démarre à 1300, 1400 euros par mois. C'est sûr. Et c'est pour ça qu'il y a le Ségur, voilà, c'est pour ça qu'on se plaint avec le gouvernement et qu'on essaie de trouver des solutions pour que les gens qui nous soignent au quotidien soient un petit peu mieux payés, peut-être un petit peu plus aptes à valoriser pour pouvoir nous soigner. Hein. Bien sûr. Ouais. Évidemment, ça c'est essentiel. Le problème, c'est qu'on est dans un état de capitalisme quand même, et du coup, c'est plutôt les traders qui gagnent de l'argent, malheureusement. Et peut-être que le Covid va permettre de prendre conscience que l'humain c'est important, que prendre soin c'est important et que ça nécessite des moyens. On verra. Entre l'hôpital privé et l'hôpital public, il y a une vraie différence. Alors je pense, moi je travaille pas en hôpital public, mais j'imagine que oui, en fait, l'écart il est pas... Aujourd'hui, non.
aujourd'hui, il est pas si énorme que ça. Parce qu'on parle vraiment de gestion, d'optimisation des besoins dans les deux. Hein. En fait, c'est les hautes autorités de santé qui dirigent les établissements de santé, que ce soit privé ou public. Donc ça commence à s'équilibrer en fait. Dans les infos de cette semaine, sur des grosses chaînes de télévision qui relatent les actualités tous les jours, il s'est dit que beaucoup d'infirmiers, d'infirmières, et quelquefois travaillent dans le milieu public, et comme ils sont pas très bien payés, ils vont faire des heures supplémentaires dans le public, dans le privé, pardon. C'est vrai. Alors je crois pas, je crois que dans le public ils sont bien payés. Ils sont bien payés dans le public. A priori c'est ce que j'entends. Ouais, c'est dans le Mais privé dans le privé peut-être un peu moins. Après, dans tous les cas, je pense qu'il faut revaloriser le salaire des infirmiers, que ce soit dans le privé ou dans le public. D'accord. Et juste entre nous comme ça, est-ce que le Covid-19 a changé un petit peu la vie de tous ces soignants-là ? Est-ce que quelque part, ils ont vu leur métier un petit peu différent? On les traite de héros actuellement, hein? Ouais. On chante à nos fenêtres pour louer le courage de ces médecins. Est-ce que ça se ressent dans ce milieu-là? Ils sont quand même fiers de ce qu'ils font, mais dans tous les cas, ils le faisaient dans tous les cas. Donc en fait, ils ne le font pas pour qu'on les acclame, ils le font parce que c'est des valeurs qu'ils ont, de prendre soin de l'autre. Donc ça fait toujours plaisir qu'on valorise, mais dans tous les cas, ils l'auraient fait et ils étaient présents. Comme tous les jours. Tu aimes ton métier? Oui, beaucoup. Ouais. Tu ne feras pas un autre métier, tu ne changeras pas en métier ou quoi de chemin? Je sais pas ça, on sait jamais la vie, mais franchement, prendre soin des autres, c'est important d'être là. Ouais. En tout cas, merci beaucoup et continue comme ça. Oui, merci. D'accord. Merci. Sophie, qui était avec nous. Le Covid-19, il n'y a pas eu que du mauvais, il y a eu aussi du bon dans ce Covid-19. Tout à fait. D'ailleurs, vous avez vu dans ma chronique de début, j'ai dit que le Covid, tu as du bon, tu as du mauvais. Et dans ce bon-là, toi, tu as trouvé du bon aussi dans ce Covid-19-là. Alors oui, parce que quand même, je vais être provocateur, mais le Covid-19, finalement, c'est le plus grand DRH du monde. Ah bon? Il n'y a pas de meilleur directeur des ressources humaines que le Covid-19. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, tout le monde sait qu'il doit se transformer numériquement. Transformer numériquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire utiliser les outils que l'on utilise tous les jours, notre téléphone mobile par exemple, un ordinateur, mais qu'on utilise à titre personnel, mais c'est de l'utiliser dans l'entreprise. Tu as des entreprises qui étaient favorables et tu en as d'autres qui étaient réfractaires. Le Covid-19, qu'est-ce qu'il a fait le 16 mars? Il a mis tout le monde d'accord. Et tout le monde, du jour au lendemain, a été obligé d'utiliser tous ces outils, parce que sinon, c'était quoi? C'est ce que tu me disais tout à l'heure, sinon c'était mourir. Ouais. C'était mourir. Et donc le télétravail a été une bonne chose. Tout à fait. Alors, le télétravail, en tout cas, il a permis de continuer, il a permis aux entreprises de continuer leurs activités. Sinon, la plupart d'entre elles fermaient la porte tout simplement. Donc le télétravail a permis effectivement aux entreprises, à certaines entreprises, pas toutes, mais de pouvoir continuer leurs activités et surtout de garantir le service au client qui lui paye pour quelque chose. Est-ce que ça ne va pas inciter quelques chefs d'entreprise, par exemple, à envoyer leur personnel à travailler chez eux en télétravail? En travaillant à la tâche, par exemple, vous avez quelque chose à faire, vous restez chez vous, vous travaillez, parce que de toute façon, si vous venez au bureau et que vous restez chez vous, de toute façon, le travail va être fait. Est-ce que c'est pas une façon de délocaliser le lieu de travail là, avec ce Covid-19 qui est arrivé? Ça va pas engendrer quelque part une volonté auprès des chefs d'entreprise? Alors, si c'est ça, ça sera malheureux. Si c'est ça, ça sera malheureux. Alors, tu as des entreprises comme Facebook qui a récemment annoncé que 100% de son staff allait passer en télétravail. D'accord ? Que même les recrutements se feraient à distance. Mais par contre, ils ont aussi annoncé que du coup, ton salaire, il est plus, t'es pas un salaire parisien en habitant en Normandie, par exemple. Tu habites en Normandie, tu es payé comme un Normand. D'accord ? Donc, moi, je pense que en fait, là aujourd'hui, 100% des personnels, quand c'est possible, sont passés en télétravail. Mais je pense pas que ce soit viable à terme. Pourquoi ? Parce que on a tous besoin de voir les gens. Ce côté social. Et voilà, c'est le lien social qu'on doit garder avec les autres. Sinon, le travail sera complètement déshumanisé et on sera beaucoup moins performant. Donc l'intérêt de l'entreprise, à mon avis, c'est pas tout ou rien. C'est pas tout en présentiel ou tout à distance, mais c'est peut-être trouver un équilibre
entre les deux qui font que les gens et le chef d'entreprise trouvent chacun son compte. Ouais. Certains emplois ne peuvent pas se faire en télétravail. On est d'accord. Monter un mur en télétravail, c'est pas Bien sûr, tout ne peut pas se faire en télétravail, bien Par sûr. contre, celui qui fabrique les pierres artificielles, mon un camarade, Saint-Leu, m'a pas, tu vois, il y en a 2 jours de ça, et il disait à moi, il dit, moi, l'a jamais fait un aussi bon chiffre que pendant ce temps-là, pendant ce temps de confinement. Il dit, moi, l'a fait un petit site, une petite page Facebook avec mon carnet de commandes, les plein. Ouais. Il y a peut-être quand même juste aussi une chose sur laquelle il faut faire attention dans le télétravail. C'est le temps. Outre effectivement le lien social, alors il y a 2 choses qui sont importantes. La première chose qui est importante, c'est qu'il faut arriver à trouver la limite entre la vie privée et la vie professionnelle. Ça, c'est compliqué. Voilà, parce que quand ton salon devient ton bureau, et vice versa, tu peux très vite perdre la frontière. Et la deuxième chose, et puis j'en terminerai là, Jean-Claude, ce qui est important aussi, et là je pense aux femmes. Il ne faut pas que les femmes, déjà c'est dur pour les femmes de rentrer dans le marché du travail, il ne faut pas que le télétravail, ça les éloigne de progresser dans leur carrière. Parce que déjà qu'on ne les voit pas beaucoup, elles sont pas très valorisées. Et là, tu les verras même plus du tout. Et en plus, je vais faire le macho. En plus, celui qui travaille à la maison, c'est pas toujours les hommes. Ouais. Et d'ailleurs, on en parle actuellement. Là, il y a des associations qui ont été mises en place. L'association s'appelle Agir pour le cœur des femmes. Et parce qu'on a remarqué que pendant ces 3 mois-là, il y avait un développement de l'hypertension chez les femmes qui travaillaient chez eux. Et parce qu'ils faisaient du télétravail, mais il y avait les enfants aussi en s'en occupaient et tout ça, et ils avaient le besoin de travailler exactement comme ils le faisaient dans le lieu de travail, hein. Et donc du coup ils étaient tellement stressés qu'ils ont développé de l'hypertension. On a dit que ça a été tellement augmenté qu'aujourd'hui on a créé une association qui s'appelle Agir pour le cœur des femmes. Voilà, hein. Écoute, je ne savais pas, mais c'est pas étonnant. Donc il ne faut pas que ça arrive. Je suis allé chercher ça aujourd'hui. Hein. Bravo. Voilà. Alors, on va parler un petit peu de choses un petit peu. Non, mais vous voulez parler un petit truc, moi. Oui, c'est ouais. Petite question, enfin, apporter mon sentiment. Télétravail. Moi, je suis d'accord. Je tiens un coup de chapeau toute la section santé, section santé. Mais après, on va parler télétravail, mais chacun a son métier, chacun a sa mission dans tout ce qu'on fait. Un militaire, un guerrier, et il était formé pour aller en guerre. Il est mort, on a crié, il est mort, mais sa mission c'était ça. Je suis dur, parce que j'ai de la famille qui est décédée pendant une mission. Mais c'était son job. La santé, chacun son job. Aujourd'hui, quand je regarde l'enseignement et télétravail, quand on regarde l'enseignant qui avait l'habitude d'aller en contact avec ses élèves, les parents et tout, et pour eux aussi, c'est dur. C'est dur le travail qu'ils font. Des fois, ils sont obligés de faire double tâche pour pouvoir arriver au but. Là, c'était la fête des mères. Il fallait préparer un cadeau, télétravail. Comment tu prépares un cadeau, télétravail, tout ça. Exactement. Donc, moi, j'ai dit, il faudrait que le gouvernement, il y a des choses qui sortent. Et il y a des gens qui ont du travail pénible. Je parlerai des agriculteurs à La Réunion. Je parle à La Réunion, je ne parle pas ailleurs, je ne connais pas. Et qu'on devrait quand même avoir une réflexion sur pas mal d'emplois. Et après, c'est dans toute la France, toute La Réunion. Et moi, je tiens un coup de chapeau pour toutes les personnes qui n'ont pas rechigné pour avoir fait le double tâche. Et par rapport d'habitude, c'était cool. C'était cool, on avait la relève, tout ça qui arrive et tout. Aujourd'hui, c'est plus difficile.
C'est ça que je voulais. D'accord. On a compris ton message, Calix. On a compris ton message. Mais il faut qu'on avance un petit peu. Donc, il nous reste 2 sujets pour finir cette émission-là. On va passer assez rapidement. Bon, on aurait pu passer beaucoup de temps, mais bon, comme le temps qui nous est imparti est limité, on va parler un petit peu du marché automobile qui s'effondre actuellement. On a entendu dire beaucoup de choses sur ce marché automobile-là en disant que, ils sont gavés pendant des années. C'est pas 3 mois qui vont les tuer. Puis après, on aperçoit que dans la presse, il y a des grosses entreprises françaises, par exemple, comme Renault, qui n'a jamais licencié depuis 20 ans et qui licencie actuellement. Et tout ça fait que si ça touche à des grosses entreprises comme ça, qui sont stables, qui sont là depuis très longtemps, mais que vont devenir les autres entreprises? On parle de l'entreprise automobile, mais les autres entreprises, eux aussi, vont rester sur les carreaux. Là. Il y en a beaucoup comme ça. Les entreprises qui peuvent s'adapter facilement, comme on a vu pour l'histoire d'église 2.0. Justement, l'entreprise de pierres artificielles de Saint-Leu qui fait les meilleures pierres artificielles de l'île, ou alors c'est le meilleur pour faire les pierres, enfin bon, peu importe. Ouais. Toujours est-il que l'île est arrivé à faire un chiffre d'affaires supérieur à ce qu'il fait d'habitude. Donc, il était bien placé au bon moment où ça, le bande réunionnais, d'une manière générale, il avait le temps pour bricoler les autres cases à partir acheter besoin de la pierre. Et il était là avec un outil performant et un moyen de communication clair. Mais des comme lui, il n'y en a pas beaucoup. Parce que pas beaucoup de gens ont pu profiter du Covid-19 pour pouvoir avancer. Là, on parle des voitures, par exemple. Ils se vendent aux alentours de 30 000 voitures par an à La Réunion. Et ils ont fait une extrapolation sur 2020. Ils ne vont pas dépasser les 15 000 voitures. Donc, la moitié des voitures vendues. Ouais. Donc, on dit que quand on vend une voiture, c'est comme si dans le BTP, quand on dit que quand le BTP va, tout va. Hein? Et quand on vend des voitures, quand on vend beaucoup de voitures, tout va. Ça fait travailler les mécaniciens, ça fait travailler les pompistes, ça fait travailler. C'est reparti là. Il y a eu juste un passage pendant 2 mois où ça l'a pas vendu de voiture. Évidemment, le tout ne roule pas. Ah, mais il y a des usines qui se ferment en France. Hein? Comment Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis là. Mais le problème actuellement là, moi, j'ai entendu des sons venant du gouvernement. On va geler certains, quand on enlève sur ton compte pour les impôts, patati patata. Et le gouvernement, il y a des catégories, ils n'ont pas choisi, fallait retirer, ils ont retiré. Aujourd'hui, qui c'est qui est prêt là actuellement d'aller mettre l'argent dans l'auto voilà. Oui, tout simplement. Comment il va faire? Pourquoi? Parce qu'ils viennent passer 2 mois où ça nous l'a vu, l'auto ne servent pas rien, quelle il est neuve ou vieux. Où ils ne servent pas l'auto. Pendant longtemps, nous l'étions dans une espèce d'automatisme, il faut l'auto. Oui. Et puis là, tout d'un coup, dites même de ne pas me gagner chercher à pied. Ouais, effectivement. Voilà. Et il y a des grosses communes en France qui ont investi dans des vélos pour leur population. D'autres vieux vélos, d'autres mobilettes. Donc, à pied, moi, je prends mon vélo. Toi, tu prends ton vélo. Hein. Et Barak, lui, prend son vélo pour aller travailler tous les matins. À moins de 2 pattes. Voilà. Alors, on arrive à la fin de cette émission-là. Et on voulait parler juste un petit temps de cette application-là que l'on entend parler tout le temps, qui est le Stop Covid. Alors, Barak, est-ce que tu es pour ou contre de ce Stop Covid? Parce qu'on trouve du pour, on trouve du contre et on trouve de tout. Moi, je suis pour. Tu es pour? Moi, je suis pour. Pourquoi je suis pour? Parce que si ça peut me permettre à moi de me déplacer sans restriction, je suis pour. Alors, on va expliquer juste là ce que c'est que ce Stop Covid, là, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui disent c'est quoi ça. En fait, c'est une application sur son téléphone mobile, développée par des startups privées. Bien sûr. Pas que, il y a Orange par exemple. Il y a Orange qui aussi donc qui va être participant de ça et sur lequel si par exemple tu atteins du Covid-19, tu t'inscris dessus. Et lorsque il y a une communauté de personnes qui sont réunies ensemble, toi tu mets ton application et tu vas voir s'il y a des gens qui sont atteints. Et on ne va pas te donner la personne qui est atteinte, parce que c'est interdit par la CNIL. Mais on va te dire que dans l'Assemblée, il y a une personne ou 2 ou 3 qui sont atteints. Donc c'est à toi ensuite de faire en sorte d'éloigner un petit peu plus des autres
Et donc, si on fait comme ça, eh ben, la règle de distanciation va être plus respectée, puisque quand tu as peur, eh ben, tu fais attention. C'est quand tu n'as pas peur, tu t'approches déjà. Mais quand tu as peur, hein, tu fais attention. Et cette application-là, eh ben, on avait dit que c'était pas possible, qu'on pouvait pas l'accepter. Aujourd'hui, ça y est, c'est fait. Le gouvernement a dit OK, on peut développer. Donc, dans les semaines à venir, l'application va être mise en place. Hein. Oui. Et puis de toute façon, comment ça marche aujourd'hui ? Aujourd'hui, le travail est fait à la main. Voilà. On détecte que tu es malade, on t'appelle, on te dit qui tu as vu pendant les 10 derniers jours. Yeah. C'est impossible. C'est compliqué. C'est impossible. C'est compliqué. C'est impossible. Donc ce qu'il faut, c'est avoir tous les garde-fous légaux. Et la CNIL a dit aujourd'hui, a autorisé l'utilisation du Stop Covid. Donc c'est quand même la Commission nationale informatique et liberté. Ouais. Donc c'est quand même pas n'importe quoi. Donc a autorisé cette application. Bientôt il va y avoir un vote. Donc moi je pense que il faut le faire pour le bien de tout le monde. Après, il y en a toujours qui disent oui, mais c'est ma vie privée, etc. Mais c'est pas un outil de tracking, c'est un outil de tracing. D'accord. C'est pas pareil. On trace, voilà. On ne traque pas. Voilà. On trace. Et puis et c'est ces mêmes personnes qui divulguent toute leur vie intime sur Facebook, qui lui fait ce qu'il veut des données qu'on lui laisse, quoi. Hein. Voilà, exactement. Hein, voilà. Moi, je trouve que c'est vraiment pas mal. L'idée est vraiment géniale. Mais j'aimerais bien que nous ayons un stop Covid. Stop Covid. Mais François, il a les mots pour parce que comme ça, là, ça veut dire que t'as rien dans la tête. Voilà. Comme ça, quand il arrive dans un endroit où ça n'a trop de Covid, ben ça va ailleurs. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, François. Un petit mot pour finir. Si vous n'avez pas un petit mot pour finir, moi j'en ai un pour vous pour finir. Hein. Est-ce que vous êtes d'accord, hein, et on va finir là-dessus, hein, que nos évêques sont des femmes? Parce que tu mets trop. Ça y est, en France, c'est fini. On a une personne en France, une femme, alors, hein, qui va être évêque. Ça manque de... C'était juste pour finir l'émission en beauté et pour éviter qu'on aille encore polémiquer sur ce Covid-19 encore des heures et des heures. Voilà, c'était juste pour ça. En tout cas, Calix. Jean-Claude, merci beaucoup d'avoir passé un petit moment, discuter avec des personnes qui connaissent le sujet. Et c'est pas fini, on a besoin encore d'en parler demain, après-demain. Et donc, merci beaucoup Jean-Claude d'avoir passé sur Canal Austral ce soir. D'accord. Moi aussi, je voudrais remercier pour l'invitation. C'est la première fois que j'interviens comme ça. Et je terminerai en disant à toutes les personnes qui nous regardent, soyez prudents et puis prenez soin de bien de vous. Merci. François? Allez, écoute, à la prochaine. Ok, hein? À la prochaine. Hein? François, veille de moto, hein? Les bons. Là, le monde n'a plus l'argent, il vient voir le moto, là. Non, mais tiens la roue. Les bons, ok. Il marche avec. On se retrouve, nous, la prochaine fois dans une nouvelle émission Zigzag. Hein? Vous connaissez Zigzag? Ça prend un petit coup à droite, ça prend un petit coup à gauche. On est parti dans tous les sens aujourd'hui. L'émission s'appelle Zigzag. Et bien, c'est pour ça qu'aujourd'hui, même en partant un petit peu dans tous les sens, on a quand même essayé de comprendre un petit peu ce qui se passe dans notre vie de tous les jours. Hein? Merci à tous. Merci Jean-Claude. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission sur Canal Austral, bien entendu.